ministre, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les responsables du monde judiciaire, Monsieur et Madame les élus, Madame la représentante de la maire de Pau, Monsieur le Président du Césaire, chers amis, chefs d'entreprise et chers collaborateurs et collaboratrices, tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2013, santé, bonheur, réussite. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Les vœux pour notre Chambre de commerce sont un moment très important. Important parce que c'est le moment pour nous de vous présenter notre bilan, d'évoquer nos études, de partager avec vous nos projets et nos ambitions pour le Béarn et de rappeler et préciser nos positions sur les dossiers les plus significatifs pour notre Béarn. Depuis 4-5 ans, nous avons procédé à plusieurs études, car nous souhaitions avoir un rôle pour anticiper et éclairer le débat sur des grands projets qui nous tenaient à cœur. Ce rôle, nous voulons le tenir avec toute objectivité et les études que nous avons à mener et que nous avons menées sur l'A65 comme la Pau-le-Rond qu'on appelle la 650 ou le LGV ont toujours été menées dans un objectif très clair d'exposer les retombées économiques pour nos territoires liées aux grandes infrastructures. En les présentant et en les défendant, nous le faisons dans l'intérêt de nos entreprises et de l'emploi. Mais j'insisterai sur ce point, nous avons toujours exposé ces sujets avec le principe des retombées économiques significatives. Pourquoi avons-nous choisi et retenu de défendre le dossier, le tracé LGV Bordeaux-Mont-de-Marsan-Pau-Tarbes? C'est très simple, c'est le seul qui présente des performances économiques incomparables. C'est celui aussi qui est le plus court, 60 km de moins que les autres tracés, au moins. C'est celui où on peut atteindre la vitesse de 320 km/h au lieu de 200. Alors certains diront, à quoi ça sert d'aller si vite? Eh bien, le principe, c'est que la vitesse, ce n'est pas pour le plaisir de la vitesse, mais c'est pour ouvrir les univers de choix. Et si on ouvre les univers de choix, avec un tracé de ce type, on va relier demain 2,5 millions de personnes en moins d'une heure au lieu de 500 000 aujourd'hui. Imaginez l'effet de levier, les échanges, les capacités d'emploi que l'on peut créer. Voilà pourquoi nous défendons ce sujet. Mais pour défendre ce sujet, il est certain que ce dossier, que nous devons aussi être vigilants. Vigilants pourquoi? Parce qu'aujourd'hui commencent à se dessiner des schémas directeurs importants. Et nous devons être vigilants pour qu'il y ait les réserves foncières. Sinon, les projets seront avortés avant l'heure. Donc les réserves foncières pour Bordeaux, Mont-de-Marsan, Pau, Tarbes, c'est indispensable si on veut retrouver et trouver demain cette capacité de relier 2,5 millions de personnes. L'autre sujet en action de prévoyance, c'est celui de la Pau-le-Rond, l'A650. Cette A650, on en parle depuis plusieurs années, elle a été prévue avec 2 fois une voie. Et nous nous inquiétons parce que le jour où elle risque d'être mise en activité ou quelque temps plus tard, on aura sûrement besoin de 2 fois 2 voies. Donc ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est éviter le problème de la rocade de Pau et donc que ceux qui vont travailler sur ce dossier tracent de suite des ouvrages d'art avec 2 fois 2 voies. Ensuite, le troisième point dans notre action de prévoyance, c'est d'exiger maintenant ce qui est devenu indispensable, la sortie autoroutière de Berlane-Morlas. Alors je suis bien placé pour le savoir parce que j'avais exercé mon métier d'expert comptable sur la zone de l'échangeur. Il y a 32 ans qu'on nous annonce cette sortie autoroutière.
Et aujourd'hui, c'est devenu indispensable, et j'en parlerai dans quelques instants, pour redéployer l'activité du Grand Pau. Et puis, l'autre point que nous avons aussi à faire en termes de prévoyance, c'est de veiller à la désinformation. Il y a eu une émission de télévision au mois de juillet dernier, que je n'ai pas vue sur le moment, mais que j'ai vue quelques jours plus tard, où un des élus de la région disait « Mais où sont les 40 millions de retombées économiques qu'avait prévues dans son étude la Chambre de commerce ?» Bien, je vais profiter de lui répondre aujourd'hui, je ne sais pas s'il est là, mais ils sont à votre portée. Simplement, pour avoir ces 40 millions, il ne faut pas que la sortie autoroutière A65 à l'Escar soit encore des friches agricoles. Et il faut qu'il y ait, en jonction avec l'A65, la suite naturelle d'une route qui dessert Oloron. Et c'est là où nous trouverons nos 40 millions de retombées économiques. Et vous voyez toute l'importance des infrastructures. Ce n'est pas de les faire à moitié, c'est de les faire globalement. Et le développement économique, il sera là, il sera généré par des projets qui sont menés à leur terme, mais d'une façon complète. Un retard d'infrastructure, c'est se priver, comme je viens de le dire, de retombées économiques, mais c'est aussi retarder l'aménagement de l'espace. En un mot, c'est véritablement prendre du retard. Alors, au-delà de ces infrastructures que je viens d'évoquer, il est certain qu'on ne peut pas rester sans se projeter dans le futur, et je remercie d'ailleurs Pyrénées Presse d'avoir lancé cette année, en 2012, sous forme de 4 numéros, ce que sera le Béarn en 2030. Et nous y avons participé parce que nous pensons que c'est indispensable d'anticiper ce futur. Imaginer le futur, avoir une vision anticipée. Le Grand Pau de 2030 aura 52 000 habitants de plus au moins. Construire notre avenir, c'est oser le regarder en face et pas se voiler la face et construire de suite les infrastructures nécessaires. Et comment vont évoluer donc ces zones d'aménagement qui vont être desservies par ces infrastructures? Ça, c'est très très important. Comment vont évoluer ces zones puisque ces infrastructures vont les desservir dans quelques temps, dans quelques années? Eh bien, cette étude, la Chambre de commerce va la lancer, est en train de la lancer, et nous allons pouvoir ainsi connaître les zones d'aménagement qui auront le plus de chances de rencontrer le succès, comme aussi les grandes tendances d'urbanisation pour les prochaines années. C'est donc capital, cette étude. Et je remercie le monde économique qui a tout à fait compris cette importance de cette étude et qui nous a suivis dans son financement. Et je regrette que certains aient cru bon de penser que la démarche était prématurée. Le point suivant que je voudrais aborder, c'est celui de l'aménagement du Grand Pau dont on a parlé, puisque nous sommes opposés avec notre président commerce et en particulier les membres du bureau, au fait qu'on annonçait un peu tous les 8 jours des annonces multiples concernant les mètres carrés de surface commerciale. Alors je ne rentrerai pas dans le détail technique du SCOT, qui est le schéma de cohérence territoriale qui devrait être prêt pour fin 2013. Je ne rentrerai pas non plus dans le DAC, le document d'aménagement commercial. Mais je voudrais rappeler que nos villes aujourd'hui, Pau, Oloron, Orthez dans le Béarn, ont besoin véritablement d'être complètement revues pour fluidifier un maximum de circulation et dynamiser à la fois les centres-villes. Mais ces annonces multiples a entraîné que pour nous, c'était devenu un peu le basoir et c'était un peu au-delà du bazar, c'était un peu un irrespect vis-à-vis d'un certain nombre de commerçants. Et nous avons souhaité demander un moratoire pour qu'il y ait véritablement de l'ordre qui soit mis dans ce dossier et de la clarté. On annonce à droite ou à gauche 30 000 mètres carrés de surface commerciale supplémentaire. C'est impossible qu'on laisse partir comme ça, à droite et à gauche, les surfaces commerciales. Et c'est aussi important qu'on maîtrise le tout pour un respect du centre-ville et de notre commerce du centre-ville.
Et je dirais que j'ai lu avec attention et intérêt d'ailleurs que la première vice-présidente de la communauté d'agglo de Pau, dans la revue Aquitaine Presse Service du 4 janvier dernier, écrivait dans un interview « Cela nous conduit à demander aujourd'hui aux communes de mettre leurs projets en stand-by ». Elle ajoutait « ce qui n'est pas évident à faire entendre », et je la comprends. Le tout, est, ouest, sud, nord, c'est un tout, mais il n'y a pas que la périphérie. Il y a aussi le centre-ville, les centres-villes de notre Béarn. Les centres-villes de notre Béarn, aujourd'hui, ils demandent une véritable politique de rénover l'habitat, d'éviter la paupérisation de certains quartiers, de définir une politique de commerce de proximité, de travailler l'accessibilité et la circulation. Et les 7e assises, d'ailleurs, nationales du centre-ville en mouvement qui se sont tenues il y a quelques mois à Bayonne, ont indiqué qu'une politique de parking était indispensable pour servir la piétonisation. Et la politique de parking s'entend aussi avec les horaires pour faciliter le travail. Et ce que nous souhaitons pour le développement économique harmonieux, ce n'est pas simplement toujours la périphérie et bien sûr le doublement de la rocade avec la nouvelle sortie autoroutière de Berlane-Morlas qui permettra de doubler la rocade, mais au-delà de ça, nous voulons des cœurs de ville vivants et nous voulons que l'on donne les moyens à tous nos commerçants du centre-ville autant de facilité pour pouvoir travailler comme on peut travailler en périphérie. Tout ceci veut dire que ce sont des programmes d'ensemble, complets. Prévoir l'avenir du Grand Pau, c'est aussi, au-delà des réserves foncières que nous avons évoquées tout à l'heure, mais c'est aussi un projet d'ensemble, comprenant la Porte des Gaves, l'entrée principale de Pau, Catherine de Bourbon, la sortie de l'autoroute de Pau-Bordeaux à l'Escar, le hameau Pissard-Santarelli, et sans oublier de placer le futur parc des expositions. Et je voudrais là tirer un coup de chapeau à Christian Roussy et à son équipe. Ils ont travaillé depuis pratiquement 4 ans à présenter des dossiers, à étudier toutes les possibilités, à démontrer le retour sur investissement de ce parc des expositions. Et je dois véritablement ce soir leur rendre hommage pour ce travail, même s'il n'a pas trouver une solution encore aujourd'hui de mise en route. Nous espérons que son travail sera très vite et la balle sera reprise au bond. Abordons maintenant quelques instants notre environnement économique. On entend parler de crise, c'est vrai qu'il y a une crise importante et on ne pourra pas le nier. Mais cette crise, pour moi, elle a 2 étapes. La crise de 2008, où on était scotché, pour ainsi dire, devant l'arrivée des subprimes, devant Lehman Brothers qui en un week-end disparaît du contexte financier, devant AIG, ce monstre de l'assurance qui a failli tomber à terre sans l'aide du gouvernement américain, de même pour General Motors et en France, n'en parlons pas, sans entrer dans le détail, notre système bancaire qui titubait complètement. Alors depuis 2008, le problème c'est que l'environnement a changé. Le monde est en pleine mutation. Les pays émergents sont devenus matures. Leur taux de croissance est aujourd'hui entre 6 et 9%, voire 10%. Et pour nous, pour moi personnellement, je crois que c'est une crise d'adaptation, de mutation. Nous devons nous adapter en permanence, avoir confiance dans nos capacités, retrouver notre ambition, mais accepter aussi d'adopter les réformes nécessaires. Et en disant ça, je pense au dernier événement qu'on a pu voir sur les médias avec Virgin Megastore et Price Minister. Virgin Megastore, tout le monde pensait que c'était véritablement un monstre intouchable. Eh bien, ce business model est aujourd'hui dépassé. Il y avait un débat où le représentant de Price Minister, qui vend plus de 200 millions de livres sur le net, expliquait qu'il n'y croyait pas trop. Et c'est là où aujourd'hui on voit que dans ce monde où les nouvelles technologies sont rentrées en piste, il y a des déplacements à des vitesses très accélérées et des schémas qui étaient bons il y a 10-15 ans ne sont pas forcément bons aujourd'hui. Mais aussi, nous devons prendre conscience
que ces nouvelles technologies impactent complètement et d'une façon insidieuse sans qu'on en prenne véritablement conscience, que ça impacte tous les autres secteurs de l'activité. Et les secteurs qu'on pourrait ne jamais imaginer être impactés par ces nouvelles technologies le sont. Et donc ça entraîne des mutations en chaîne qui se déroulent malheureusement devant nous. Et au-delà d'impacter, je citerai comme exemple, d'ailleurs qui sont ici dans la salle ce soir, c'est le cas de la Poste qui a vu une chute vertigineuse du nombre de ces plis postaux, et aujourd'hui c'est le courriel qui a pris une croissance exponentielle. Alors, pour terminer ce point sur le monde d'aujourd'hui et de hier, je voudrais vous citer Michel Serres, qui est un homme qui aujourd'hui a 82 ans, mais qui a répondu à des interviews dernièrement, et je noterai 2 points. Il dit ceci: « Notre monde traverse une phase de changement gigantesque. » Et comme c'est un homme qui est né, je pense, en 1930, d'après mes calculs, nous étions 50%, dit-il, d'agriculteurs à la fin de la guerre, et ils ne sont plus que 1% aujourd'hui. Pendant ma vie humaine, et c'est unique dans l'histoire, la population mondiale a doublé 2 fois. Quand je suis né, on était 2 milliards. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards. Dans la même période, l'espérance de vie a triplé. C'est tout cela que l'on ne voit pas ou que l'on ne veut pas voir. Je vous laisse méditer ces propos de Michel Serres, et je pense qu'ils sont tout à fait d'actualité. Alors, dans ce monde qui change, eh bien, notre territoire, lui, est en pleine mutation. Si nous savons regarder notre Béarn, et je dirais nos pays de l'Adour, mais notre Béarn, d'une façon plus précise aujourd'hui, eh bien, nous sommes en pleine mutation. Rappelez-vous, il y a 10-12 ans, Turboméca devait reconstruire peut-être son usine. Turboméca a reconstruit son usine. Messier a investi d'une façon très importante sur Oloron. Et nous avons de la même façon un pôle aéronautique qui est devenu très puissant. Nous avons Total qui a développé le pôle géosciences d'une façon extraordinaire. Et nous voyons là aussi s'agglutiner autour de ce groupe des géosciences un certain nombre d'acteurs qui arrivent et qui participent à ce développement de ce pôle. Nous avons aussi un pôle agro-industrie très important, comme chacun le sait, et qui se développe aussi avec des acteurs majeurs qui le composent. Et puis, dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est la reconversion de Lacq. Nous devons remercier un certain nombre de grands acteurs économiques qui ont participé à cette reconversion. Et je citerai simplement un exemple pour vous montrer que cette reconversion est en bonne voie. C'est le groupe Toray qui a posé sa première pierre au mois de juin. On peut parler de Carbone Valley ou de fibre de carbone, mais vous dire tout simplement que dans un avion aujourd'hui, il y a 22% de composants de fibre de carbone et que demain, il y en aura 65%. Vous voyez toute la croissance qui est devant nous. On pourrait dire que Lacq aujourd'hui a réussi sa reconversion. C'est comme si on avait trouvé de nouveau une ressource de gaz nouveau. Notre territoire, on le voit bien avec cette description, est béni des dieux. Notre territoire, d'ailleurs, a un taux faible de chômage par rapport, même si ce n'est pas satisfaisant, a un taux faible par rapport au reste de l'Aquitaine et à d'autres régions françaises. Et notre avenir, avec les pôles que je viens d'expliciter, eh bien, il est là, devant nous, à nous de le conforter, à nous de savoir faire venir d'autres acteurs qui participent à ce maillage de notre territoire. Et ces pôles qui doivent générer de la croissance, nous devons donc regarder ce territoire en étant satisfaits de cette mutation qui est en cours. Mais je parlerai d'un autre pôle, c'est le pôle tourisme. Alors je suis très content aujourd'hui que l'Institut français du tourisme vient d'adopter à l'unanimité la candidature du bassin de l'Adour, 8e pôle d'excellence de l'Hexagone. Mais la politique touristique est à bâtir. Il y a une concurrence mondiale.
Nous devons revoir nos fondamentaux de notre politique touristique. Il y a là véritablement un pôle à bâtir, mais aussi une niche d'emploi et une niche d'activité importante pour notre territoire. Et tout ça, c'est complémentaire. Tourisme, activité professionnelle, et j'en arrive à l'aéroport. Alors notre aéroport, lui aussi, il a passé la crise. Il y avait 810 000 passagers en 2008. On en aura 610 000 cette année en 2012. Mais nous sommes à l'équilibre budgétaire. Alors comment avons-nous fait? Eh bien parce que nous appliquons une très bonne gestion, tout simplement, malgré tout ce qu'on peut entendre. Nous avons, bien sûr, puisque c'était nous seuls, la Chambre de commerce, qui financions quasiment nous seuls, puisqu'on a mis plus de 4,3 millions en quelques années pour les achats de lignes, eh bien nous nous sommes retirés de Ryanair, car on ne pouvait pas payer 500 000 € la ligne et de ne pas être sûr du futur. Nous nous sommes retirés, nous avons donc convenu avec Air France un certain nombre de lignes, dont Pau-Londres avec London City, maintenant Air France va nous donner aussi Bastia. Mais au-delà de ça, pourquoi nous sommes à l'équilibre? Eh bien parce que nous avons eu le courage et je dirais la solidarité territoriale de demander à 14 salariés de l'aéroport de venir travailler dans les entités de la Chambre de commerce et du même coup de baisser la masse salariale de l'aéroport de 500 000 € environ par an. Indirectement, tous les ans, nous subventionnons ainsi l'aéroport pour 500 000 € par an. Alors, on nous compare souvent à d'autres aéroports. Mais je dirais, c'est pas possible de nous comparer. Nous, on ne touche aucune subvention d'exploitation. Les autres en touchent. Biarritz en touche, je ne vais pas vous donner les chiffres exacts, mais Tarbes aussi en touche. D'ailleurs, nous avions été avec Didier Laporte rencontrer M. Gandhi, le directeur de l'aviation civile, parce qu'on s'étonnait qu'il y ait toujours une OSP sur Tarbes qui coûte quand même très très cher. Alors Tarbes, bien sûr, ils ont Londres, financé, c'est une ligne Ryanair quand elle est partie d'ici, ils ont Vueling, et à titre d'information, Vueling, l'autre jour dans la presse, il y avait 250 000 €, le Conseil général des Hautes-Pyrénées finance Vueling, Barcelone-Tarbes, 2 fois par semaine, 250 000 €. Nous avons choisi la véritable budget et nous sommes prêts à aller plus loin une fois que nous verrons effectivement s'épanouir un petit peu notre budget. Mais nos discussions avec Air France ont porté leurs fruits. À partir du mois de février, vous pourrez aller à Paris, aller-retour, ou Roissy ou Orly, pour un peu moins de 100 € aller-retour. Alors, il y en a certains qui m'ont reproché, et qui me l'ont encore reproché dernièrement, le monopole d'Air France. Mais écoutez, le monopole d'Air France, c'est pas difficile. Il suffit de mettre la main au portefeuille, de nous donner de l'argent et nous achèterons des lignes. Mais ce n'est pas la Chambre de commerce qui fera cela. Elle gère parfaitement l'aéroport. Maintenant, si on veut se conformer à d'autres aéroports voisins, effectivement, nous ne sommes pas du tout contre de recevoir des subventions pour des lignes nouvelles. Mais voyez, le contour a complètement changé. Équilibre, Roissy-Orly pour moins de 100 €, alors que la seconde classe de TGV est, je crois, autour de 170 €. Alors, au-delà de l'aéroport que nous gérons, puisque nous sommes concessionnaires, nous gérons 2 écoles. Et je vais aborder l'école du CNPC dans un premier temps, qui est l'école des métiers du sport, qui se situe à l'Escar, avec un établissement très important aussi à Grenoble. Alors, sans rentrer dans l'histoire de cette école, sachez qu'elle existe depuis plus de 32 ans, qu'on a mis en place cette année un bachelor et un master. 1er octobre 2012, le bachelor et le master à Pau. 1er octobre 2013, le bachelor et le master à Grenoble. Nous travaillons avec un grand nombre de grands comptes. Quicksilver, Rip Curl, Dynastar, Rossignol, Decathlon, Intersport, Gosport, Sport 2000. Et nous accompagnons les sportifs de haut niveau pour éviter que
dans la mesure du possible, s'ils ne réussissent pas ou s'ils ont des blessures, ils puissent être formés et retrouver une porte de sortie. Et tout notre travail aujourd'hui, c'est d'accompagner un certain nombre de jeunes avec ces grands comptes que je viens de citer pour pouvoir effectivement être opérationnels dans l'accompagnement de ces jeunes. Sachez que en dehors de ces jeunes, nous avons à peu près 4000 étudiants, enfin personnes que nous formons par an, avec un taux de placement dans les 2 mois de 92%. Alors j'aborderai maintenant l'école supérieure de commerce. L'école supérieure de commerce, il y a un an, dans les vœux d'il y a un an, je vous avais parlé de France Business School, qui était l'association de plusieurs écoles qui était sur le point de se mettre en forme et qui s'est mis en forme, mais nous ne sommes pas rentrés finalement dans France Business School. Nous avons trouvé que le business model ne nous convenait pas. Nous avons joué la carte de l'Aquitaine et nous nous sommes donc rapprochés avec Bordeaux, l'école qui s'appelle BEM, laquelle école BEM est aussi en pourparlers avec Marseille qui s'appelle Romaine. Mais nous, notre objectif, c'est le triangle d'or de l'Aquitaine. Bordeaux, Pau, Biarritz. Et surtout, n'imaginez pas qu'on va déshabiller Pau pour Biarritz. Nous voulons à tout prix un 64 équilibré, fort et qui sert véritablement à nos entreprises. Nous avons beaucoup recruté cette année de docteurs et de HDR. D'ailleurs, dans la salle, vous rencontrerez peut-être notre nouveau HDR, François Ecoto. Nous avons aussi travaillé sur faire ressortir tous les atouts de notre école. Nous ne faisions pas peut-être suffisamment de marketing là-dessus et nous avons donc fait ressortir des pôles d'expertise, j'en citerai 2 ou 3, que ce soit la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise, que ce soit l'agro-industrie et surtout le pôle finance, où nous sommes en relation avec l'Université de New Delhi et nous avons là véritablement tout un parcours magnifique à faire et notre déplacement de septembre et leur venue en décembre a confirmé tout le bien que nous pouvons faire et développer ensemble sur cette notion du pôle finance. Adossé à notre territoire, former nos jeunes dans des contrats d'apprentissage. Il y a plus de 35% de jeunes. Répondre aux entreprises parce que nous formons des jeunes qui sont capables d'aller à l'étranger, qui sont capables d'être tout à fait au top du management. Et à partir du mois de juin prochain, 200 jeunes partiront chaque année avec une clé USB qui présentera le Béarn. Et ces jeunes, eh bien, effectivement, ils seront, au-delà d'être étudiants dans des entreprises, ça sera aussi nos ambassadeurs du Béarn. Nos ambassadeurs du Béarn, voilà, et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que vous allez fusionner ou pas? Eh bien, nous prenons notre temps. Nous prenons notre temps parce qu'après cette précipitation qu'il y avait, il y a un an et demi, il fallait fusionner, tout le monde fusionnait, on s'aperçoit, et beaucoup de grands comptes dans les écoles reviennent un peu en arrière, puisque même les articles dans les Échos du 28 novembre dernier, le journaliste écrit « Pour les grandes écoles, la fusion n'est pas toujours la panacée ». Et donc nous prenons notre temps parce que nous voulons réussir une école tout à fait de son temps, avant-gardiste, capable de s'adosser à son territoire et fière de s'adosser à son territoire. Alors j'aborderai une partie de notre école parce que ça va droit dans le tourisme, c'est l'OMRA, l'Observatoire des métiers régionaux authentiques. Cet observatoire qui existe depuis un peu plus de 4 ans, sous la houlette de 2 professeurs, Madame Bergada et Monsieur Lauré, ont formé leurs jeunes étudiants à la recherche, à la publication. Et ils ont extrait de leurs travaux, on peut extraire de leurs travaux facilement, les bases d'une politique touristique avec les chemins du patrimoine comme la route des artistes, les espaces de culture, les routes des vins, les chemins de la gastronomie. Vous voyez, l'école supérieure de commerce pourra apporter sa contribution dans la recherche et dans la publication pour la future politique touristique de notre Béarn et des pays de l'Adour. Vous l'avez compris, nous voulons un Béarn fort. Nous voulons un Béarn pilier des pays de l'Adour. Nous voulons un Béarn acteur majeur de ce 3e pôle du Grand Sud-Ouest. Bordeaux, Toulouse, les pays de l'Adour avec Pau et le Béarn au centre de ces pays de l'Adour. En quelques mots, nous voulons un Béarn
ambitieux. Nous voulons un Béarn audacieux. Nous voulons un Béarn courageux. Nous voulons un Béarn éveillé, ouvert, opiniâtre, résolu, un Béarn fascinant de ses talents et par ses talents. Très bonne année 2013 à tous. Merci de votre équipe.